Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Louis Morin. Bonjour Merci Valérie, d'être bonjour avec Gilles. nous, vous êtes journaliste, on va parler avec vous du documentaire que vous avez réalisé sur le harcèlement scolaire, la fin du silence, un documentaire indispensable pour tous les parents, pour tous les ados aussi, parce que on voit qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des avancées, même si hélas il y a des accidents, des incidents absolument dramatiques. On voit que ce sujet en tout cas est pris à bras le corps par le gouvernement et on va en parler en particulier sur C8 qui est la bonne cible, puisque ce sera diffusé dimanche soir à 23h15. L'horaire est pas trop pour les ados, mais c'est multi-diffusé. Hein. Mais c'est multi-diffusé. Et puis c'est sur les plateformes surtout. Et ce sera disponible en replay. C'est ça. Et c'est effectivement une grande cause nationale que C8 a voulu porter avec le harcèlement scolaire. Et puis c'est bien qu'il y ait des documentaires sur C8 qu'on retrouve. Oui, il n'y en a pas beaucoup de documentaires dits sérieux. Quand je dis sérieux, c'est pas faire offense à notre ami qu'on a reçu sur les rois et les reines. Bertrand Decker. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un documentaire. Mais ça se développe, c'est-à-dire que C8 a investi sur plusieurs grandes causes, dont le harcèlement scolaire, mais il y en a d'autres, hein, les familles monoparentales. La semaine prochaine. Voilà, portée par Christine Kelly, qui est très investie également sur le sujet. Et effectivement, C8 a voulu aussi investir les sujets de société avec cette série documentaire. Ça vous fait quoi de revenir à Sud Radio? Parce que vous avez fait longtemps le brunch politique et le brunch média. Vous êtes un peu l'ancêtre de cette émission. Eh ben, écoutez, ça me fait plaisir en tout cas d'être avec vous, Gilles Gansman et Valérie Expert. Et puis ça me fait plaisir de revoir cette maison qui a bien grandi, qui a bien changé. Ah oui, vous étiez au tout début de la radio. Oui, tout à fait. Lorsque Sud Radio était encore dans d'autres locaux. Absolument, tout petit. Un auditeur dit pourquoi pas une diffusion dans les écoles, comme faisait le NICEP avant. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée et on est en discussion d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation nationale, avec Nicole Belloubet et ses équipes. Nicole Belloubet qui a participé également au documentaire, qui a accepté de nous donner une grande interview, qui vient commenter qui ponctue le documentaire. Voilà, toutes les phases, toutes les séquences du documentaire. On va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Louis, des orages se sont abattus sur toute la France avec des grêlons. Des grêlons, qui ont fait des dégâts. Corriger tout seul, c'est bien. Oui, j'apprends à vos côtés. Voilà. Dès hier soir sur BFM, ils ont reçu Étienne Delay, qui est un vigneron et restaurateur de Chablis, où il y a des dégâts. C'est terrible, j'ai vu les images. Terrible, vous avez vu, et des vignes. Il était sur BFM, il était alors 23h30. On est très très touchés puisque c'est une supercellule orageuse qui est tombée sur le Chablisien et on a eu des grêlons alors qu'il allait de la balle de ping-pong à la balle de pétanque et les vignes sont ravagées, enfin le cœur historique de Chablis est ravagé. Des amis qui sont à 6-7 kilomètres m'ont dit que c'était protégé, mais nous ici là on est très très abîmés. Les chemins de terre sont engloutis par les ravines, les goudrons sont soulevés. Enfin, il y a des remontées de terre à prévoir qui sont colossales. Chablis n'arrivait plus à suivre. Les trottoirs étaient débordés de glaçons, non pas d'eau, mais de glaçons. La rue principale de Chablis, où il y a mon restaurant, était archi pleine de glaçons. Les images étaient incroyables. Oui, vous avez vu que la route a même été détruite par l'orage. Enfin, c'était absolument incroyable, hallucinant. Et pour ceux qui habitaient Paris, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était il y avait un orage terrible. Un orage terrible. Dans l'info qui a occupé évidemment hier toutes les chaînes, c'est évidemment le défilé à Saint-Étienne de Raphaël Glucksmann, alors qui s'est pas formidablement bien passé. Reportage dans le 20h de France 2. Et de projectiles, de peintures et des cris. Ce matin à Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste aux européennes, est pris à partie. Ce groupe de militants lui reproche notamment une position trop timide sur les bombardements à Gaza. Il est contraint de quitter le cortège et accuse la France insoumise.
Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Alors vous qui avez été dans le Petit Journal, où vous vous occupiez de la politique, il y a même lors d'un meeting où vous êtes fait jeter dehors et frappé par la sécurité. Mais quelle mémoire. De quel parti ? C'était à l'époque du parti de François Fillon. Ouais. Mais bon, c'était un événement complètement indépendant à la direction de campagne, évidemment, de François Fillon. D'accord. Mais vous aviez été frappé par la sécurité et on avait vu les images dans le Petit Journal. C'est devenu violent, la politique, non ? C'est devenu très violent et à l'époque, d'ailleurs, simplement pour fermer la parenthèse, il avait été condamné. Hein, il y avait eu une instruction judiciaire. Il avait été condamné, le vigile en question. Mais il était condamné à quoi il a été condamné à une amende. Alors, c'était au tribunal de police parce que j'avais pas été faire les démarches nécessaires. Il aurait fallu que j'aille à l'hôpital pour faire un certificat, etc. J'avais pas foncièrement envie de le faire. Donc, c'était resté au tribunal de police. Il avait été condamné à l'amende maximum qu'il pouvait avoir à ce moment-là et à des dommages et intérêts. Mais effectivement, la politique, c'est devenu très violent et on constate d'année en année que ça devient de plus en plus violent. Alors j'entendais Raphaël Glucksmann qui disait à l'instant que ces gens-là ne sont pas des démocrates. Ça interroge toujours pourquoi aller manifester avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Voilà. La question au bout d'un moment, c'est aussi de se poser soi-même des limites dans son action politique et aux actions auxquelles on participe. Ouais. Ça veut dire que le PS devrait se séparer de la NUPES beaucoup plus franchement et des propos des LFI, c'est ça ? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est rejeté, mais on est rejeté en plus avec des actes violents, eh bien, il faut savoir justement partir, il faut savoir mettre fin à ce type de participation qui, de toute évidence, sont toxiques. Mardi, dans C'est à vous, il recevait Chantal Latsou, alors future enquêtrice dans Masked Singer. Demain, on recevra le producteur de Masked Singer. Alors, elle a fait réagir. Vous allez voir, l'humoriste, on l'a fait réagir sur l'affaire Depardieu. Elle a tenté un trait d'humour. Bon, ça a jeté un froid. Hein. Ça a jeté un froid. Vous avez même fait le casting pour les valseuses. J'ai fait le casting pour les valseuses. Si Miu Miu a été prise. Voilà. Vous avez fait le casting. Exactement. J'ai pas voulu montrer ma poitrine. Mon père m'avait prévenu. Il m'a dit, montre pas tes seins. Attention, c'est un métier où tu vas souffrir. Et donc, on m'a demandé d'enlever mon soutien-gorge et mon t-shirt. J'ai dit non. J'ai pas eu le rôle. Je l'aurais peut-être pas eu non plus. Mais voilà. Et quand j'ai raconté ça à Depardieu, je finis mon histoire. Puisque j'ai tourné dans Bonne Pomme avec lui, et il m'a dit, mais t'as qu'à me les montrer maintenant. Ah oui, et vous ne l'avez pas fait. Ça vous fait pas rire, ça? Non. Je sens que j'ai jeté un froid. Ça, il m'a rien proposé, je vous signale. Hein. Voilà, oh, bah, ça vous fait pas rire, mais vous avez ça me fait rire. Si, ça me fait rire, justement, c'est la réaction. Bah oui. Alors, tout le monde en parle, Valérie, sur les réseaux sociaux. Le jean pipi. Vous avez pas vu le jean pipi ? Vous savez, nous, les garçons, quand on l'a mal secoué, il arrive d'avoir des petites... Bah, c'est la vérité, il arrive d'avoir des petites gouttes sur le jean. Alors, un créateur a décidé de faire un jean comme si vous étiez soulagé. 600 € le jean pipi. Débat n'en touche pas à mon poste hier. Un jean imitation pipi, vendu 600 € est en rupture de stock. C'est un jean comme si on avait fait pipi ici en fait. Sur, je vais vous montrer, regardez. Non mais c'est un truc de fou, regardez, c'est imitation pipi, c'est magnifique. Et là, c'est incroyable. 600 balles, ça aide de mer pour que tout le monde te dise « Et alors, tu t'es pissé dessus là ?» Et ils sont en prototype, il y a celui avec derrière. Je vous jure que c'est vrai, ça sera plus cher. Le créateur a dit que c'était une critique du cycle sans fin du capitalisme. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, c'était une critique du capitalisme. Vous l'avez vu, ce jean, c'est incroyable. La victoire en chantant pour être le credo des Rosies. Je vous ai déjà diffusé une chanson des Rosies. Alors les Rosies, c'est des militantes féministes qui défilent sur des chansons connues dont elles ont évidemment changé les paroles. Alors 1er mai, évidemment, elles étaient en train de défiler. Écoutez leur nouveau tube. Voilà, c'est les Rosies.
Très bien, merci pour ce zapping. On se retrouve dans un instant avec Louis Morin. J'en ai connu des meilleurs. Je savais. Si je veux chercher le compliment chez vous, faut pas que je joue à ce genre de choses. Ça ne marche pas. Non, c'était très bien. Merci. On se retrouve dans un instant avec Louis Morin pour parler du harcèlement scolaire avec un documentaire à ne pas manquer sur C8 à 23h15 dimanche. La fin du silence. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je fais le coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Louis Morin. Louis Morin, connu des auditeurs historiques de Sud Radio, puisque vous êtes passé par Sud Radio. Vous êtes aujourd'hui réalisateur, producteur. Vous avez réalisé ce documentaire Harcèlement scolaire, la fin du silence, qui va passer dimanche soir sur C8 à 23h15. Nouvelle dynamique, en tout cas sur C8. Ce que vous disiez, la volonté de s'emparer des sujets de société et d'ouvrir une case documentaire. Première cause, le harcèlement scolaire. On voit que le gouvernement aussi a décidé de s'en emparer. Les chiffres sont assez terrifiants. Hein. C'est quoi, 5% en primaire, 6% au collège et 4% des lycéens, c'est beaucoup. On estime qu'un élève sur 10 connaît le harcèlement, et selon un sondage IFOP qui est paru en novembre dernier, 1 sur 5 selon ce dernier sondage, c'est colossal. C'est 1 million d'élèves, jusqu'à 1 million d'élèves harcelés chaque année, avec des conséquences parfois terribles. On le voit évidemment dans le documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur C8, avec des conséquences qui continuent à l'âge de la vie adulte. Il y a une jeune femme qui témoigne et qui explique que ça l'a marqué à vie. Et on a eu, nous, Jordan Deluxe dans un autre genre, qui nous a raconté aussi, il en parle aujourd'hui encore avec beaucoup d'émotion de ce harcèlement subi. Un harcèlement très fort et effectivement qui laisse des traces par la suite dans la vie adulte. Nayadé, puisque voilà, c'est la jeune fille à qui on fait référence, qui a aujourd'hui 30 ans et qui est complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu, mais en réalité c'est le cas de quasiment toutes les victimes de ce type de harcèlement. Lorsque le harcèlement est très violent durant l'enfance, ça a des conséquences à l'âge adulte, que ce soit un manque de confiance en soi, un manque de confiance évidemment dans les autres, parfois des états dépressifs et malheureusement dans les cas les plus graves des suicides. Et d'ailleurs, elle dit, pour rebondir sur ce que vous dites, Valérie, elle dit la phrase qui est le titre du livre de Jordan, c'est à quoi tu sers, ce qu'on lui a dit, elle en parle. Moi, j'ai une question, c'est: est-ce que vous pensez que c'est dans la nature de l'enfant de harceler, ou parce qu'on n'a pas eu d'éducation par rapport à ça, ou parce qu'il y a... Qui sont les harceleurs, en gros. Qui sont les harceleurs. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il y a 1 million de personnes harcelées, ça veut dire qu'il y a 1 million de harceleurs. Au minimum, parce qu'ils se mettent à plusieurs, souvent. Voilà, souvent, c'est l'effet de masse, hein, c'est l'effet de groupe aussi qui a une incidence. Alors, pour répondre, est-ce dans la nature de l'enfant ou pas, c'est une question quasiment philosophique, hein, de savoir effectivement est-ce que l'homme est mauvais en soi, en lui-même ou pas. Là-dessus, je laisserai chacun avoir son avis sur la question, mais en tout cas, il y a évidemment un facteur éducatif. C'est indéniable. Et donc, à partir du moment où on prend pas le problème à bras-le-corps, et évidemment qu'on peut faire quelque chose. C'est pas une fatalité, le harcèlement scolaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire, et l'État a énormément à faire dans l'éducation qu'on transmet aux élèves, dans l'accompagnement, bien évidemment, des élèves harcelés, mais aussi dans les valeurs que l'on transmet aux élèves dès le plus jeune âge, dans les mesures de sanctions. Et effectivement, c'est ce qu'on constate maintenant, heureusement, depuis quelques mois. On voit que le gouvernement a décidé d'agir et a décidé de mettre fin au déni qui a régné pendant des années. Parce qu'il y a un déni, on voit une directrice d'école qui elle, est vraiment dans le déni absolu. C'est une séquence très forte, très fort, hein, à laquelle vous faites référence. En effet, Valérie, on a suivi l'action d'un groupe de bikers. Voilà, formidable. Ce sont des motards, une association de motards. Alors, il y a une trentaine de motards sous l'égide de leur chef de groupe, Scribe, il s'appelle, qui viennent réconforter les
des élèves harcelés. En l'occurrence, c'est un petit Nathan qui est harcelé à l'école depuis maintenant des années, et l'établissement ne fait rien, et donc les parents désemparés ont fait appel à cette association. Dans un premier temps, l'association va vérifier qu'un certain nombre de démarches ont déjà été initiées pour ne pas intervenir pour rien ou perturber même les établissements scolaires de manière indue, et par la suite ils décident d'organiser une action coup de poing symbolique. Donc ils arrivent à 30 motos, et qu'est-ce qui se passe alors? Ils accompagnent l'enfant à l'école, à la sortie de l'école. En fait, ils viennent le chercher. L'objectif est double. En fait, déjà, c'est de montrer aux autres que l'enfant n'est pas seul, mais c'est aussi de redonner confiance à l'enfant, de lui dire on est avec toi. Et évidemment, il y a aussi un objectif en termes de communication, puisque lorsqu'on organise ce type d'action, la presse est conviée, les élus locaux sont conviés, et donc l'établissement qui jusque-là fermait les yeux ne peut plus continuer à être dans le déni. C'est très confortable pour un établissement scolaire de dire non, il se passe rien chez nous, surtout étouffons l'affaire, on met sous le tapis, on n'en parle pas, et puis c'est pas grave, l'enfant continue à subir, mais au moins nous on sera Il y a une auditrice qui nous dit: j'en ai fait les frais aussi dans un lycée de l'Omerta, il fallait que je me taise pour l'image du lycée, sinon n'étant pas fonctionnaire on m'éjectait. Donc je pense qu'elle devait travailler dans un lycée ou collège, et effectivement les signaux sont là parfois et on ne les voit pas. Exactement, et on l'a constaté également l'été dernier. On se souvient des lettres parfois menaçantes qui avaient été envoyées par certains rectorats à des parents d'élèves qui se plaignaient du harcèlement scolaire vécu par leur enfant, et des lettres menaçantes des rectorats qui disaient maintenant il faut arrêter d'en parler et de perturber la vie scolaire. C'était le contenu des lettres des rectorats qui avaient été envoyées. Gabriel Attal s'était saisi de ce sujet et avait dit maintenant plus jamais, je ne veux plus, c'est une honte. C'était ses propos, et je ne veux plus que ce type de lettres ait cours. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Vous allez avoir des extraits évidemment de personnes harcelées. Témoignages exclusifs. Maintenant, le harcèlement est considéré comme un délit pénal. Combat des associations. C'est le combat de ma vie depuis bientôt 11 ans. Ça sauve en fait d'aider les autres. Montrer à Nathan qu'il n'est pas seul. Action du gouvernement. Les élèves ont le droit d'être heureux à l'école. Si on n'en parle pas, on ne pourra pas faire changer les choses. Harcèlement scolaire. La parole se libère sur C8. Un documentaire inédit avec la participation de ceux qui font bouger les lignes et de la ministre de l'Éducation nationale. On ne peut pas venir à l'école la peur au ventre. Harcèlement scolaire, la fin du silence, un documentaire inédit sur C8. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la ministre? Moi, j'ai l'impression qu'elle ne dit pas grand-chose dans ce doc. Dans ce que j'ai vu, puisqu'on a eu la chance d'avoir le documentaire avant avec Valérie, moi, j'ai trouvé qu'elle disait pas grand-chose et qu'elle n'était pas comme Gabriel Attal ou... Alors, Gabriel Attal a été particulièrement investi sur ce sujet. Il en a fait un combat personnel. C'était aussi... Parce que lui-même a subi... Lui-même a vécu du harcèlement scolaire durant l'enfance. Il l'avait d'ailleurs énoncé. Effectivement, c'est pas forcément... les histoires personnelles sont évidemment différentes avec Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, lorsqu'on a fait cette interview, elle vient d'arriver au ministère. Elle prend le sujet, évidemment, en cours de route. Elle continue les actions de son prédécesseur. Elle est très investie aussi sur ce sujet. Et effectivement, elle nous dit qu'elle ne lâchera rien. Le symbole est important aussi en politique. Elle continue dans la doctrine qui a été mise en place par Gabriel Attal. Elle va continuer à vérifier que les actions qui ont été décidées soient bien mises en place. Il y a quand même eu pas mal de décisions qui ont été actées au cours de l'été dernier et à l'automne dernier, avec d'ailleurs Gabriel Attal et Brigitte Macron, qui est également très investie sur ce sujet, puisqu'il y a eu les élèves ambassadeurs. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Ça, c'est un truc assez incroyable. Mais c'est bien parce que ça expliquez-nous un petit peu le principe qu'on découvre dans le documentaire. Tout à fait. On a suivi ces élèves ambassadeurs. L'idée, c'est d'aller dire dans des établissements scolaires, vous allez à des enfants qui sont volontaires, bien évidemment, vous allez devenir élèves ambassadeurs sur le harcèlement scolaire. Il y a 23 000 élèves ambassadeurs qui ont été nommés. Et en fait, un élève ambassadeur, c'est un élève qui va évidemment faire vigie, vérifier que tout va bien dans son établissement, éventuellement recueillir la parole, prévenir si c'est nécessaire, aller voir l'élève harcelé et justement le conseiller. Mais aussi, ce qui est important dans l'élève ambassadeur,
ambassadeur. C'est qu'à partir du moment où vous investissez un élève d'une mission, c'est la garantie aussi qu'il ne participera pas, tôt ou tard, à un phénomène de harcèlement. Parce que malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup d'élèves qui tombent dans cet effet de masse, cet effet de groupe, presque sans s'en rendre compte. Et donc c'est important aussi de faire de la prévention. Il y a les parents qui sont très investis, des parents d'enfants, hélas, qui se sont suicidés et dont c'est devenu le combat. Tout à fait. Nora Fraisse, vous évoquez Nora Fraisse qu'on voit dans le documentaire qu'on suit, qui a créé une association, Marion la main tendue. Nora Fraisse, c'est une femme extraordinaire qui a perdu sa fille lorsqu'elle avait 13 ans. Faut savoir qu'au début du doc, vous montrez les lettres qu'a reçues sa fille, les propos, et quand vous lisez les lettres et les mots, et que la mère a récupéré ce qu'on disait à sa fille, je pense que pour elle, ce qu'elle a dû vivre est juste a posteriori, parce qu'elle a découvert les mots qu'on disait à sa fille. Après, et donc Nora Fraisse, où vous disiez... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que la plupart du temps, on n'a pas vraiment conscience en tant que parents du harcèlement que peuvent vivre les enfants au quotidien, parce que justement il y a un déni, parce qu'il y a une omerta, parce que les enfants aussi n'osent pas en parler, et c'est aussi d'ailleurs le rôle de ce documentaire, c'est de dire voilà, il y a des solutions, parlez-en, allez voir les associations. Il y a un numéro, le 3018. Le 3018, c'est un numéro qui a été mis en place et qui a maintenant le pouvoir non seulement de recueillir, d'écouter, de conseiller à la fois les enfants, les parents, mais qui a aussi le pouvoir de saisir. Et ça, c'est très important. Et il y a vraiment des suites qui sont... Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels déjà, peut-être pour dire à nos auditeurs comment est-ce qu'on est accueilli là-bas et est-ce qu'il y a vraiment des suites? Il y a beaucoup d'appels sur ce centre, malheureusement. On en voit certains dans le docker. On en voit certains dans le documentaire. Il y a beaucoup d'appels, malheureusement. Et effectivement, il y a aussi des saisies, des référents harcèlement. Alors, c'est encore autre chose que les élèves ambassadeurs. Les référents harcèlement, il y en a 400 sur le territoire. Et ce sont des fonctionnaires qui sont chargés, justement, de veiller et de sécuriser les élèves qui sont susceptibles d'être menacés. Et lorsqu'il y a des cas importants, effectivement, ils peuvent faire un signalement sur ces référents harcèlement qui vont venir agir dans les établissements. Ils peuvent également, même en cas de crise imminente, et ça arrive malheureusement, c'est extrêmement touchant, mais lorsqu'ils constatent qu'un enfant veut attenter à ses jours, veut mettre fin à ses jours, ils peuvent intervenir. Dans l'urgence et dépêcher des équipes médicales au domicile de l'enfant. Pour terminer, votre info média, puisque c'était aussi à ce que vous faisiez dans le brunch média, vous allez faire et vous êtes en train de faire un documentaire sur Gabriel Attal. Vous savez tout, cher Gilles. On suit Gabriel Attal toujours pour le groupe Canal+, d'ailleurs, depuis maintenant plus d'un an. Donc avant qu'il soit Premier ministre. Bien avant qu'il soit Premier ministre, ça fait un an et demi même. Qu'on suit Gabriel Attal dans son quotidien, où on a accès à énormément de séquences immersives où il nous accueille effectivement dans les réunions, qui nous accueille dans sa sphère privée. Il nous donne également un certain nombre d'interviews, et donc on a eu effectivement toute cette évolution. Sphère privée, ça veut dire qu'on le voit avec son compagnon ? Non, sa sphère privée, ça va pas jusqu'à l'intime, mais effectivement, c'est un choix et ça doit se respecter évidemment. Mais effectivement, on a quand même accès à beaucoup de séquences et on est ravis de faire ce documentaire qui sera diffusé quand, a priori? Vous avez encore beaucoup de tournages? On a encore des tournages évidemment, et puis quand on a la possibilité d'avoir ce type de séquence, on continue. Il sera diffusé probablement à la rentrée, probablement effectivement sur. Et vous étiez là quand il a appris qu'il devenait Premier ministre ou pas? Alors évidemment, ça sont des séquences qui, en réalité, les conversations avec le chef de l'État, on ne peut pas assister. C'est interdit. Mais bien sûr, il faudrait prévenir le chef de l'État. C'est pas possible autrement. Merci beaucoup Louis Morin d'avoir été avec nous. Donc dimanche soir sur C8, 23h15, harcèlement scolaire, la fin du silence, avec des témoignages très forts, avec vraiment une prise de conscience de cette question et les moyens qui sont aujourd'hui mis en place. Et simplement en un mot, si vous me permettez, parlez-en. Pour les enfants qui peuvent nous entendre, ou les parents d'élèves, parlez-en, c'est très important. Bien sûr, il faut en parler, il faut même pour les parents être vigilants, parce qu'on n'imagine pas ni qu'on puisse avoir un enfant harceleur, ni qu'on puisse avoir un enfant harcelé, et c'est un véritable, et ça se passe dans tous les milieux.
dans toutes les écoles et partout en France. Et partout en France, c'est aussi ce qu'on montre dans le documentaire. On a vraiment voulu aller partout en région. Il ne faut pas imaginer que ça peut être que dans certains endroits, c'est partout. Moi, j'ai une amie dont la fille était à l'école alsacienne, école très réputée à Paris, qui a vécu un véritable enfer et qui était obligée de retirer sa fille à cause de ça. C'était il y a quelques années, il y avait eu un déni absolu. Ouais, on n'imagine pas, mais en réalité, c'est vraiment partout. Donc une seule solution, la fin du silence. Il faut en parler. Absolument. Et c'est vraiment ce qu'on veut transmettre. 23h15 et puis évidemment ce sera sur le replay de C8. Merci à vous. Dans un instant on va parler de la SNCF. Pourquoi la SNCF déraille? Autre doc à ne pas manquer cette fois-ci, ces zones interdites. C'est dimanche. On peut faire un combo. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on continue à parler d'un doc à ne pas manquer dimanche soir dans le cadre de Zone Interdite avec Paul Labrosse. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur. Le thème va concerner beaucoup de nos auditeurs. Si vous aviez peur de l'avion, vous auriez peur du train. Vous aurez peur du train. Retard, prix, grève, pourquoi la SNCF déraille? On a vu nous quelques extraits seulement parce que vous venez de finir de le monter, mais la SNCF, je pense que ça parle à tout le monde. Les retards de train, ça parle à tout le monde. Les pannes, ça parle à tout le monde. Et donc, vous êtes parti de ce constat en se disant qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je voyage en train tous les jours comme 5 millions de Français et donc on est parti des principales questions que tout le monde se pose. Pourquoi nos billets, le prix de nos billets augmente? Pourquoi on a des retards qui sont relativement pas peu fréquent, mais un train sur 10 ou 2 trains sur 10, quand on prend le train tous les jours, c'est au minimum un voyage par semaine, un voyage par jour qui est impacté. Donc c'est un voyage par semaine, qui est impacté. C'est donc quand on prend le train tous les jours, un voyage par semaine, c'est énorme. Ouais. Et on s'est posé toutes ces questions. Pourquoi? Et on va un peu dans les coulisses, on va chercher le pourquoi de ce qui se passe. Pourquoi? C'est quoi? Il y a plein de raisons, mais entre autres dans ce qu'on a pu voir, c'est un réseau ferré vétuste. Franchement, ça fait peur. Oui, alors je pense pas qu'il faille non plus avoir peur du train, puisque le réseau est quand même très très sécurisé, mais il est très vieux. C'est un des plus vétustes d'Europe et c'est l'un de ceux dans lequel on investit le moins, puisqu'on s'est aperçu en faisant cette enquête qu'on investit 46 € par habitant et par an dans le train, alors que c'est 115 en Allemagne, 180 en Grande-Bretagne, 450 en Suisse. Donc on est vraiment le pays dans lequel on investit le moins dans son réseau, et aujourd'hui le réseau est vieux. Il y a notamment 9000 km de petites lignes qui sont dans un état assez catastrophique. Bon, les endroits que nous on a vus, ils ont en moyenne 40 ans d'âge, donc c'est quand même très vieux. Et donc pour finalement qu'il n'y ait pas plus d'accidents, la SNCF ralentit nos trains. Et donc, en fait, c'est vraiment un des principaux constats dont on s'est aperçu. C'est-à-dire quand vous dites ralenti? C'est-à-dire que le temps de parcours s'allonge. Ouais. Donc, voilà. Pour éviter de faire sauter. Pour éviter de dérailler. Mais dans les quelques extraits qu'on a vus, il y a aussi l'entretien des wagons. Il y a un moment, on voit cette femme qui monte dans un wagon de première et c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et le train date de 1970, c'est à 50 ans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, ce sont les trains intercités. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des trains, même, c'est dégueu. Enfin, c'est sale. En fait, ça dépend des trains. Si vous voyagez en TGV, vous avez le sentiment que tout va bien. Si vous êtes dans une petite ligne entre Grenoble et Veynes, ou même entre Paris et Clermont, qui n'est pas une petite ligne où il y a 2 millions de voyageurs chaque année, effectivement, les trains ont près de 50 ans d'âge. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement. Parce que l'argent partait dans le TGV. C'est-à-dire qu'on a mis tout le fric dans le TGV. Et tout l'argent, effectivement, pendant 25 ans, a été mis prioritairement sur le TGV. Et il y a eu un retard énorme qui a été pris sur tout le reste. Et moi, j'ai cru que la SNCF faisait des bénéfices très importants. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, depuis 3 ans, la SNCF fait des bénéfices importants parce que elle a changé de politique. Maintenant, elle n'a plus le droit d'investir sur des projets qui ne seraient pas rentables.
Elle a quasiment une obligation, un peu comme c'est devenu une société anonyme, comme beaucoup de sociétés privées, et elle ne doit aller que sur des projets rentables. Donc c'est là où nous on s'est demandé s'il n'y avait pas une opposition entre cette structure et le service public. Parce qu'ils ont presque un monopole. C'est en train de changer avec Trenitalia et les Espagnols. Non, concrètement, ils ont le monopole aujourd'hui. Je veux dire, il y a effectivement 3 lignes de TGV qui sont aujourd'hui à des sociétés qui ne sont pas la SNCF, des sociétés étrangères. Et voilà. Et il y a une ligne de TER qui est Nice-Marseille, qui va, à partir de l'année prochaine, si tout va bien, a été attribuée à Transdev, et ce ne sera pas la SNCF, mais tout le reste, c'est la SNCF. Aujourd'hui, ils ont encore le monopole largement. Pourquoi les prix sont devenus aussi chers alors que la politique, que ça soit les écologistes ou autres, nous pousse à prendre le train, on nous dit qu'on a le droit qu'à un avion par an ou par 2, et pourtant les prix quand vous faites un Paris-Marseille, il vaut mieux prendre l'avion que le train. Hein. Vous vous rendez compte, moi, mardi, je vais à Londres, en Eurostar, je paye 400 €, et moi, j'ai un ami qui m'y rejoint, et qui, parce que j'ai peur de l'avion, qui prend l'avion, il paye 65 € pour atterrir à Luton. 400 € contre 65 €. On a fait effectivement le même constat, hein, c'est sûr. On voit que le tarif ne cesse d'augmenter, surtout sur la grande vitesse. Et alors, une des grosses révélations de ce documentaire, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, ça n'est pas un hasard. La SNCF a choisi de supprimer près d'un TGV sur 4 depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? Et donc aujourd'hui, il y a 22% de TGV en moins en circulation. Ça représente plus de 100 rames de TGV qui ont disparu de la circulation, qui ont été mises à la casse. Et pourquoi ? Ou qui sont partis à l'étranger. Et pourquoi ? Parce que il y a plus de 10-15 ans, la SNCF avait le sentiment que c'est aussi une des révélations du documentaire, c'est que leurs analyses stratégiques étaient totalement erronées. Ils pensaient que les gens allaient se désintéresser du TGV parce que le covoiturage, les Blablacar, etc. venaient d'arriver, les bus Macron aussi, le prix de l'essence n'était pas très haut, et donc ils avaient comme analyse stratégique que le TGV allait plonger, et ils ont décidé de supprimer. Ils ont fait une énorme politique de suppression des TGV. Parce qu'il arrive très souvent, quand on veut prendre le train aussi, de ne pas trouver de train. C'est-à-dire que les trains que les prix sont aussi chers. Complets, absolument complets. Donc ça, c'est une des explications. C'est-à-dire qu'il y a moins de trains, il y a moins de TGV. Donc effectivement, la ligne du Sud que moi je connais bien, parfois c'est impossible. Si vous y prenez au dernier moment, soit vous trouvez des places hors de prix, soit il y a carrément tous les trains sont complets. Oui, mais ça... Même Paris-Bordeaux, tous ces... Nous, on a fait une analyse très très précise des prix. On s'est intéressé aux tarifs des billets de Noël, puisque c'est vraiment le moment où les Français ont envie de rejoindre leur famille. Et ils espèrent avoir des prix, des petits prix. On a relevé un certain nombre de publicités de la SNCF qui promet des prix, même des 16 € pour le Ouigo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un relevé de prix aidé de logiciels informatiques qui nous ont permis de récolter plus de 100 000 données sur les prix de Noël, et nous n'avons jamais trouvé un billet à 16 € comme promis dans les publicités de la SNCF. Donc ça nous a posé quand même problème. Mensongère, donc. Je n'irai pas jusque-là, parce qu'évidemment, 16 €, ils promettent des destinations, mais on peut pas savoir exactement. Voilà. Bon, on a vu des destinations pour Lyon, pour Marseille, 16 €, un Ouigo à 16 €. Mais par exemple, si c'était un Aix-en-Provence, Marseille à 16 €, vous voyez, il a peut-être existé ce billet. Nous, on l'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, est-ce que la SNCF vous a répondu ? On a demandé, évidemment. Moi, je négociais avec la SNCF depuis le mois de septembre, depuis le début de l'enquête. On est passé un peu par tous les États. On a réussi à obtenir 2 séquences avec la SNCF. Mais par contre, pour ce qui est de réponse sur leur stratégie commerciale, on n'a pas eu de réponse précise. Non. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on n'a pas jamais trouvé, nous, ces billets à 16 € qui existent dans la publicité. Par contre, des billets à 100 € dès 4 h du matin, le jour de l'ouverture des ventes, on en a trouvé plein.
Mais la SNCF, d'une manière générale, sur ce doc, elle vous a mis des bâtons dans les roues, elle vous a répondu, vous avez demandé à avoir un entretien avec Jean-Pierre Farandou, comment ça s'est passé ? On devait rencontrer Christophe Panichel, le numéro 2 des SNCF Voyageurs, jusqu'à, il y a quelques heures. Non, quand même pas. Jusqu'à il y a 3 semaines. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous avez interrogé le ministre des Transports sur ce problème de la SNCF dont les coûts sont incroyables et on nous fait des choses pour pas qu'on prenne l'avion et on nous pousse à prendre le train, mais faut avoir les moyens maintenant. Exactement. Il y a en fait le rôle de l'État vis-à-vis de la SNCF est un rôle qui est totalement ambigu. Puisque c'est l'État qui a décidé de la réorganisation de la SNCF, c'est-à-dire que ils ont réorganisé la SNCF comme une société privée, une société anonyme qui est obligée de faire du résultat, de faire de la rentabilité. Non, c'était la réforme d'Elisabeth Borne en 2018, quand elle était anciennement ministre des Transports. Et donc cette réforme les oblige, mais en même temps, ils veulent du service public, ils veulent que les trains, qu'il y ait des dessertes fines du territoire, etc. Mais en même temps, ils ne donnent pas d'argent. Donc en fait, il y a une espèce de schizophrénie de l'État vis-à-vis de la SNCF, et on demande au patron de la SNCF de faire du service public, de faire de la rentabilité. Donc moi, je jette pas non plus la pierre complètement à la SNCF. Je pense que ça reste une entreprise publique avec un actionnaire unique qui est l'État et qui lui demande tout et son contraire aujourd'hui. Et la semaine dernière, on a vu sortir en grande pompe le nouveau TGV qui a été montré à la presse. Ça, c'est des investissements fous. Est-ce que c'est bien raisonnable de commander En plus, ils ont 2 ans de retard, c'est ça, sur la livraison? Oui, non, il fallait commander des TGV. Effectivement, en tout cas, c'est bien de s'actualiser, d'avoir des TGV, des TGV modernes. Mais le problème, c'est que il fallait pas supprimer autant de TGV. Il fallait que la transition soit beaucoup plus douce. Il aurait fallu les garder jusqu'à l'arrivée des nouveaux. Alors effectivement, il y a 2 ans de retard, mais là, ça fait pas que 2 ans qu'on supprime des TGV, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et puis les petites lignes aussi, on voit des lignes qui ont totalement disparu. Il y avait des villes qui étaient desservies, là aussi, familles en province. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a plus que 2 trains, et parfois avec des pannes, des annulations, etc. Donc il y a une vraie détérioration aussi du maillage régional de la SNCF. Oui, c'est consubstantiel à la SNCF aujourd'hui, puisqu'elle doit faire de la rentabilité. Or, les petites lignes... mais c'est pas le job de la SNCF de faire de la rentabilité. C'est un service public, ou alors vous vous mettez en concurrence. C'est-à-dire, on privatise la SNCF, et à ce moment-là, il y a d'autres compagnies, les Français ont le choix, et... En fait, c'est aussi pour ça que... Avec l'ouverture à la concurrence, on a demandé à la SNCF justement d'être plus concurrentielle. Oui, mais l'ouverture à la concurrence, vous me dites, c'est pas tout de suite. Ça arrive doucement. Ouais, et pour le coup, alors Bruno Le Maire ce matin a annoncé qu'il allait convoquer le patron de la SNCF dans l'histoire des retraites. Vous savez, ces retraites énormes qui ont été, énormes, assez généreuses avec les contrôleurs, comme si le ministre je comprends pas, le ministre de l'économie n'était pas au courant. Qu'un accord qui contrevenait finalement à la réforme des retraites était en train d'être passé, ça paraît étrange. Moi, tous les témoins que j'ai rencontrés dans ce documentaire m'ont dit que les vrais patrons de la SNCF, c'était c'était Bercy. Ouais. Ah bon, c'était Bercy. C'était Bercy, c'était le ministère des Finances. Donc forcément, au conseil d'administration de la SNCF, il y a des gens du ministère des Finances. Ils étaient forcément au courant. A priori. Le train de nuit Paris-Berlin, vous vous y êtes intéressé ou pas? Ça avait été lancé, souvenez-vous, en grande pompe, avec le ministre des Transports. Ils avaient tous fait leurs photos et puis visiblement, c'est quand même un peu le chaos. Hein, Oui, les trains de nuit, malheureusement, c'est encore une schizophrénie de la SNCF. C'est-à-dire que c'est l'État qui lance des trains, notamment des trains de nuit, des nouvelles lignes, qui veut absolument de la nouveauté. Mais à côté, les moyens ne sont pas mis. Et donc, il y a des
des problèmes, comme le train de nuit Paris-Aurillac, qui défraie encore la chronique, parce qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de locomotive. Et donc, mais si je vous écoute, l'augmentation qu'ils ont obtenue pour les Jeux Olympiques va servir à rien s'il n'y a pas de voiture. Ils disent que ça va augmenter avec les touristes. Ça va permettre d'avoir le trafic. D'avoir le trafic, mais s'il n'y a pas les... Ils ont des problèmes de recrutement, ils ont des gros problèmes de recrutement, mais ils ont des problèmes de locomotive aussi, mais ils vont... Oui, il va bien... Enfin, en tout cas, c'est sûr que les touristes vont payer cher leur TGV, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais, plus de train à Guéret, nous dit Thomas, oui, je sais. Plus de train non plus qui passe par Gien. Depuis 15 ans, la Creuse est totalement isolée. Bien sûr, nous on a été dans le Cantal, c'est catastrophique. Depuis 15 ans, la SNCF est sur demande de l'État a fermé 1200 km de petites lignes. C'est quand même beaucoup en 15 ans. À voir et à ne pas manquer. Il faut absolument regarder. C'est dimanche soir, zone interdite, 20h30, retard pris, grève. Pourquoi la SNCF déraille avec des révélations, comme vous nous l'avez annoncé ce matin, sur ces centaines de trains supprimés, de TGV supprimés. Hein. C'est quand même assez dingue. Merci à vous, merci Paul Labrosse d'avoir été avec nous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.